Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS. Voici les titres de ce journal. Le président Macky Sall et la première ministre de la Barbade adoptent un mémorandum d'entente sur la coopération politique et diplomatique en visite officielle. Dans ce pays, le chef de l'État a planté un baobab dans le jardin botanique national à Bridgetown. Le tronçon Bourg-Tchadja est sur l'autoroute à péage ouvert à la circulation. Les usagers peuvent rouler sur cet axe gratuitement à partir de ce 1er février. Les travaux sur les autres segments de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack se poursuivent. Financement de 32 projets phares du PAP 3A. Le Sénégal mise sur une enveloppe de 27 000 milliards. Le plan d'action prioritaire 3e phase veut accentuer l'industrialisation du Sénégal pour accroître la croissance économique avec un secteur privé fort. C'est le sujet de la rubrique économie de ce jeudi. Bienvenue à tous. Le Sénégal et la Barbade ont signé un mémorandum d'entente sur la coopération politique et diplomatique. Résultat de l'entretien que le président Macky Sall a eu avec la première ministre Mia Amor Motley. Une nouvelle impulsion dans ce partenariat avec un esprit d'ouverture entre l'Afrique et la diaspora des Caraïbes. Envoyés spéciaux à Bridgetown, Mamadou Belem et Oumar Nying. Dans la démarche transparaît un devoir historique. C'est ainsi qu'après la présidente de ce régime parlementaire, le président Macky Sall s'est entretenu avec la première ministre, chef du gouvernement. Avec Mia Amor Motley, le chef de l'État est toujours dans l'esprit d'ouverture entre l'Afrique et sa diaspora des Caraïbes. Les deux autorités croient fortement au renforcement de ce voisinage lointain qui exige un pont entre le Sénégal et la Barbade. Mais au-delà de ces affinités communes liées à l'histoire, le président Macky Sall et la première ministre ont une forte convergence de vues sur les enjeux et défis communs. Voilà qui donne à la visite toute son importance et stimule les relations entre les deux pays. D'ailleurs, à la fin de leur tête-à-tête, le chef de l'État et Mme Motley ont rejoint la séance de travail ministérielle avec une impulsion qui va aboutir à la signature d'un mémorandum sur les relations diplomatiques et politiques. L'objectif est de faciliter les contacts et consultations régulières en vue de passer en revue la coopération et d'échanger sur les sujets d'intérêt commun. Dans cette perspective, la culture prendra toute sa place au même titre que les autres secteurs, confortant les relations historiques entre le Sénégal et la Barbade. Et puis le chef de l'État a visité le jardin botanique national de la Barbade, un vaste aménagement paysager devenu un passage obligé dans la capitale de ce pays, Bridgetown. Le président Macky Sall y a planté un baobab pour promouvoir la diversité. Le reportage de nos envoyés spéciaux Mamadou Belem et Oumar Nying. C'est à bord d'un bus électrique que le président de la République Macky Sall et sa délégation ont gagné le jardin botanique national de la Barbade. Aménagé sur près de 3 hectares, le jardin est un vrai réceptacle de la biodiversité avec plus de 1000 espèces de plantes tropicales, dont certaines sont endémiques de la Barbade. Ici se développe une grande variété de flore, chacune de ces espèces jouant un rôle important dans le maintien de l'écosystème et de la beauté du jardin. Le chef de l'État pose un acte qui marquera son passage ici, avec la plantation de cet arbre, le baobab, une espèce assez significative, notamment en Afrique, où il est l'emblème de pays comme le Sénégal. La première ministre, Mia Amor Motley, est honorée. Le baobab, c'est l'arbre symbolique du Sénégal, l'arbre de la vie, et l'arbre de la Barbade, le Barbados Cedar. Et pour elle, elle explique qu'il est important que nos peuples continuent à vivre dans cette planète et que nous devons prendre soin de la planète et continuer à la soutenir pour qu'elle soit durable. Le président Macky Sall a pour sa part félicité la première ministre de la Barbade pour ce jardin national qui symbolise le combat que Mia Amor Motley mène pour la biodiversité.
Cette cérémonie de plantation d'arbres au Jardin botanique national de la Barbade marque ainsi une étape importante de la visite du président Macky Sall. Ils sont plus d'1 million de personnes à évoluer dans le secteur de l'artisanat à Dakar, des hommes et des femmes qui ont reçu le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel. Moment d'échange pour exprimer leurs préoccupations et dresser des perspectives. Mansour Dian et Amadou Diallo. Après les avoir reçus à son ministère, Biram Faye a tenu à honorer sa promesse. Une visite de terrain à la rencontre des artisans. Ravis d'une telle démarche, ces derniers ont soulevé quelques doléances à l'endroit du ministre. Le village artisanal de Soumbédioune, c'est un village très vétuste et que le village de Rufisque aussi, vous savez que le terre avait passé par là-bas. Et nous avons constaté qu'on a dédommagé tout le monde, sauf le village artisanal. Et que le village artisanal, c'est le patrimoine de la Chambre de métiers de Dakar. Donc c'est le patrimoine de l'État. Donc l'État devait nous aider à reconstruire, à moderniser ce village-là. Le village artisanal de Guédiawaye. Aussi, vraiment, c'est un village aussi très vétuste. Je crois que par rapport à sa visite, il fera un tour là-bas. Et comme vous le savez aussi, nous avons des antennes au niveau de la région de Dakar. Nous avons presque plus de 10 antennes que nous avons installées pour qu'ils soient nos relais auprès des artisans qui se trouvent au fond fin, que nous ne pouvons pas aller satisfaire leurs besoins. Donc ce sont des antennes-là qui sont nos relais. Mais malheureusement, on les a installées sans moyens. Ils n'ont pas de moyens. Donc ça, vraiment, on souhaiterait que l'État aussi nous vienne en aide par rapport à ces antennes-là. Dakar abrite presque plus de 45% des artisans. Donc toutes les régions du Sénégal se trouvent à Dakar. Donc Dakar devait être vitrine de l'artisanat sénégalais. Donc nous tendons la main au président de la République, tendons la main au ministre. Une visite entamée à la Chambre des métiers de Dakar, sise à Soumbédioune. Puis cap sur le canal Cadre. Sur place, les créations ont reçu une note assez spéciale. Il a pu apprécier le talent de nos artisans. Ensuite, cap au CFA, centre de formation artisanale, où sont formés de nombreux jeunes. Enfin, direction au mythique marché Kermel, étape à laquelle le ministre est revenu sur une journée marathon. Beaucoup d'efforts en tout cas ont été faits par l'État pour booster et développer le secteur de l'artisanat. Bon, ça ne suffit pas, parce qu'il y a des problèmes qui persistent et qui sont relevés. Donc nous travaillons sur un certain nombre de priorités. Donc retenez que l'État a mis, au moins après la création du ministère, 100 milliards au profit des artisans. Nous travaillons aussi sur la mise en place d'un fonds de financement spécifique dédié à l'artisanat. Et là, nous avons déjà fait la proposition. Je pense que le chef de l'État va valider la proposition. Nous travaillons aussi sur la modernisation, la réhabilitation des villages artisanaux dans les départements et dans quelques sites balnéaires et touristiques. Donc nous allons très prochainement procéder à l'inauguration d'un certain nombre de villages artisanaux. Pour l'exportation, il faut que nos produits soient compétitifs. Pour que les produits soient compétitifs, il faut qu'on travaille davantage sur la labellisation. Et là, il y a un travail que nous allons lancer bientôt sous la présence du chef de l'État ou du Premier ministre avec l'APDA. Après Dakar, la prochaine visite est prévue pour les chambres de métiers installées dans les régions. Toujours à l'écoute des artisans pour qui l'érection d'un ministère avait été depuis longtemps un souhait. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest organise une conférence internationale sur le rôle des banques centrales face aux défis du changement climatique. En prélude à cet événement prévu le 6 février prochain, la Direction générale de la stabilité financière et du financement des économies a tenu une conférence de presse pour revenir sur les enjeux de cette rencontre. Le reportage de Saliusek. Les effets du changement climatique au cœur des préoccupations de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce phénomène a eu des impacts négatifs sur les pays africains qui sont pourtant les faibles contributeurs des gaz à effet de serre. Les pays africains, y compris les pays de l'UMOA, sont les plus exposés aux risques liés au changement climatique. Et c'est fort de ce constat que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et également toutes les banques centrales africaines ont pris la mesure du rôle important qu'elles sont appelées donc, à jouer donc, au regard de leur mission fondamentale de soutenir donc, les politiques publiques qui ont été engagées par les États
pour respecter leurs engagements internationaux sur le climat. Il s'agira, à travers cette rencontre internationale, de partager les expériences entre les parties prenantes, des réflexions qui devront permettre à la BCEAO de définir une politique climat cohérente. Il s'agit de bénéficier de ces retours d'expérience donc pour permettre donc, à la BCEAO d'avoir cette politique qui lui permet donc d'anticiper sur les mesures à prendre en cas de choc extrême lié au changement climatique, mais aussi la Banque centrale, dans ses missions fondamentales, de veiller à la stabilité des prix à travers sa politique monétaire et également à la stabilité financière, intègre donc les considérations climatiques dans ses missions fondamentales. Et la dernière mission, et non la moindre, c'est le fait également, dans le cadre des objectifs de la Banque centrale, d'accompagner le financement des économies des États et également la mobilisation des ressources nécessaires pour financer les objectifs de transition climatique. Donc la Banque centrale également a des actions clés à mener pour encourager les pratiques durables dans le secteur financier. Ainsi, différentes thématiques seront abordées. La première session de cette conférence devrait permettre déjà de faire un état des lieux sur les risques climatiques en Afrique et également dans le monde, et également échanger sur les réflexions actuelles sur les problématiques donc, liées au changement climatique, sur le développement de l'Afrique. Maintenant, la deuxième thématique et la troisième thématique sont liées aux missions fondamentales de la BCEAO. J'évoquais tout à l'heure l'importance de la stabilité financière, et la deuxième thématique permettra aux gouverneurs de banque centrale et également aux autres acteurs concernés d'échanger sur les enjeux et défis liés à la stabilité financière. Et par exemple, aujourd'hui, au regard des risques climatiques, comment, par exemple, le secteur bancaire doit être supervisé? Comment faire en sorte qu'au niveau du secteur bancaire, qu'on intègre les risques liés au changement climatique? Comment le superviseur du secteur bancaire doit intégrer dans sa surveillance ces risques au niveau du secteur? Des réflexions qui seront menées par des hauts responsables des États membres de l'Union, des banques centrales d'Afrique et de l'Europe. À terme, les 8 gouverneurs présents vont tenir une table ronde pour tirer les enseignements de cette importante rencontre. L'ambassadeur de la Belgique dans le sud du Sénégal, à Marsassoum, en compagnie du maire de la commune. Elle a rendu visite aux pêcheurs et à d'autres acteurs de l'économie locale grâce à son jumelage avec la ville d'Anderlecht. Marsassoum bénéficie de l'accompagnement du Royaume de Belgique depuis 10 ans de l'Aïssé Carré. Marsassoum, une commune du département de Sédhiou ceinturée par les cours d'eau. Dans cette localité, la pêche est l'une des principales activités. Les acteurs ont reçu la visite de l'ambassadeur de Belgique au Sénégal, accompagné du maire de la commune. Il est venu découvrir cette localité jumelée depuis 10 ans à la ville belge d'Anderlecht. Le capital humain à Marsassoum, il est exceptionnel, il est important. On a rencontré les pêcheurs, ceux qui s'occupent de pêcher des crevettes aussi, les femmes qui vendent. On a aussi parlé à des entrepreneurs locaux. On a eu tout le personnel qui s'occupe du nettoyage de la ville. On a pu voir qu'il y a des routes, de l'éclairage, que c'est une commune qui a beaucoup de capital humain finalement. Et donc pour nous, ça nous permet aussi de découvrir ça et de voir comment on peut justement accompagner ça avec des assistances au niveau du fonds, mais aussi du bureau local de développement. Ce partenariat a permis à Marsassoum de mettre des subventions à la disposition des personnes handicapées et de certains artisans comme les pêcheurs. Les femmes et les jeunes sont aussi accompagnés à travers le fonds communal. Le partenariat Marsassoum-Anderlecht vraiment nous a valu beaucoup de satisfaction au point que ce partenariat soit donc hissé au plus haut niveau, au niveau international, parce que le partenariat qui a été primé, qui a remporté le premier prix, le prix Platforma, c'est le partenariat Marsassoum-Anderlecht. Cela n'est pas fortuit, cela n'est pas gratuit, parce que tout simplement, tout ce qui a été fait ici a eu un impact positif, un impact considérable sur le vécu des populations au niveau local. Pas moins de 150 millions sont mobilisés pour la deuxième phase. Pour 2024, l'équipement des délégués de quartier et l'acquisition d'un camion frigorifique pour les mareyeurs sont au nombre des priorités. L'Observatoire national du littoral, l'opérationnalisation du système d'information géographique et le renforcement du système d'alerte précoce viennent d'être officiellement lancés ce jeudi. La mise en œuvre de ces instruments s'opère dans le cadre du projet WOCA-RECIP,
pour le renforcement de la résilience des communautés et des biens côtiers. Amadou Diallo. L'Observatoire national du littoral et les systèmes d'information géographique sont ainsi officiellement lancés. Il en est de même pour le renforcement du système d'alerte précoce de l'ANACIM, Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. De nos jours, la mise en place de systèmes d'alerte précoce efficaces est primordiale avec les changements climatiques qui augmentent la fréquence, l'intensité, l'étendue spatiale, la durée des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes. Il faudra noter que le littoral ouest africain, l'atteinte de cet objectif est freinée par le faible maillage du réseau d'observation. Sans nul doute, l'apport du projet WACA sera un plus pour renforcer davantage le système d'alerte précoce que nous avons mis en place. Les objectifs sont clairs. Il s'agit de collecter et de partager des données, mais aussi d'apprécier l'impact des changements climatiques. La zone côtière va ainsi être mieux protégée. Protéger la zone côtière, c'est aussi sauvegarder l'activité économique. Le Sénégal a bénéficié, dans le cadre du programme de gestion du littoral ouest africain, plus connu sous son acronyme WACA, de l'appui du Fonds nordique de développement pour l'établissement et l'opérationnalisation de l'Observatoire national du littoral, l'ONL, au Sénégal, et l'opérationnalisation et le renforcement du système d'information géographique mis en place par la Direction de l'environnement et des établissements classés, mais également le renforcement du système d'alerte précoce de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. La mise en œuvre du projet WACA RESIP est financée avec l'appui de la Banque mondiale et du Fonds nordique de développement. La composante WACA RESIP Sénégal, financée avec l'appui du Fonds nordique, vise à renforcer le cadre institutionnel et politique du littoral en améliorant l'observation côtière, le système d'aide à la décision et la compréhension des phénomènes ainsi que la prévision et l'alerte précoce des catastrophes naturelles et autres menaces liées au changement climatique. Les produits et les services de prévision des subversions marines doivent être améliorés et efficacement intégrés dans les services d'alerte fournis par les services météorologiques et hydrologiques nationaux. WACA RESIP, projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, est présent dans 6 pays, Bénin, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Sao Tomé et Principe, Sénégal et Togo. Ces pays ont des zones côtières particulièrement vulnérables, couvrant environ 2186 km de côte. Plus de 260 000 personnes ont bénéficié de l'accompagnement de la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes pour un montant global de 125 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort du rapport d'activité 2018-2023 de la DRFJ présenté ce jeudi. Mamoudou Sakine. Les échanges ont permis de mieux comprendre l'impact de la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes sur les bénéficiaires ces 6 dernières années. La DRFJ est un process qui va de l'assistance à la formalisation au financement en passant par la formation. Derrière la DER, il y a des milliers d'histoires. Aujourd'hui, on est en train de se parler d'un accompagnement global de 125 milliards de francs CFA pour l'ensemble des Sénégalais. Depuis la création de la DRFJ, on est sur plus de 260 000 bénéficiaires. Parvenir à l'autonomisation des femmes et des jeunes, c'est l'objectif de la DER. Elle a misé sur la digitalisation et les nanocrédits pour atteindre son but. Et à travers le nanocrédit, c'est 166 000 bénéficiaires et 43 milliards qui ont été mis. Et quand je dis 43 milliards, on est en train de se parler que de ressources de l'État du Sénégal. N'oublions pas que le nanocrédit existe depuis 3 ans. En 3 ans, c'est 43 milliards qui sont rentrés dans l'économie du Sénégal, dans l'économie du pays, et qui ont permis à des milliers, des centaines de milliers de femmes, de jeunes, à travers les groupements et les fêtières, à pouvoir développer leur activité, à entreprendre et à avoir, au terme d'impact aujourd'hui, on est en train de se parler de l'amélioration de leur vie quotidienne. Depuis 2018, la DRFJ a enregistré près de 500 000 demandes de financement
pour un montant global de 520 milliards de francs CFA. Face à la forte demande, elle compte sur des innovations. La DER a suscité et créé en tout cas une demande et aussi de l'espoir. Donc il faut aller beaucoup plus loin. Mais en allant beaucoup plus loin, nous devons également avoir une demande qui soit beaucoup plus maîtrisée et une demande qui soit mieux orientée pour nous permettre d'accompagner encore durablement et dans la pérennité aujourd'hui l'activité de la DER/FJ. Des résultats consolidants ont été obtenus certes, mais la DER/FJ a d'autres défis. L'accélération de la mise en œuvre et de la finalisation de la première phase du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales est l'une des actions prioritaires en 2024. Nous parlons de priorité justement avec le PAP 3, avec 27 000 milliards de francs CFA pour financer 32 projets phares. C'est ce que cherche le Sénégal, une enveloppe destinée au plan d'action prioritaire sur la période 2024-2028. Pour cette troisième phase, l'État mise sur le secteur privé national pour accentuer l'industrialisation de notre économie. C'est la rubrique du jeudi signée Aminata Mbengue-Fall. Après 10 ans de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, PSE, ce référentiel de l'État du Sénégal en matière de politique publique, des progrès significatifs sont notés dans tous les secteurs clés de l'économie sénégalaise. Après les 2 premières phases, l'État déroule la troisième, le programme d'action prioritaire PAP 3, qui s'étend sur la période 2024-2028. Nous avons un PAP 3 qui est estimé à 27 000 milliards. Donc c'est un PAP 3 qui est quasiment le double du PAP 2. Donc ça démontre de l'ambition que nous avons sur ce volet-là. Nous avons aujourd'hui un PAP 3 qui est l'équivalent quasiment cumulé du montant des investissements du PAP 1 et du PAP 2. Donc c'est un enjeu extrêmement puissant de la volonté de l'État d'accélérer la croissance, d'accélérer l'émergence de notre pays. C'est un PAP 3 aussi qui est conçu autour de 32 projets phares. Nous étions sur 27 projets phares dans la première phase du plan Sénégal émergent. Nous allons sur 32 projets phares importants avec 9 batailles clés qui vont de la souveraineté alimentaire jusqu'à la transition énergétique et la transition numérique, l'industrialisation forcément. Au Sénégal, le taux d'industrialisation tourne autour de 23%. Pour renverser la tendance, le PAP 3 place le secteur industriel au cœur des priorités. Il faut que nous investissions dans l'industrie avec la création des zones économiques spéciales dans tous les pays, mais aussi le renforcement de la dynamique des agropoles. J'en suis convaincu que l'industrie doit porter l'économie du Sénégal. Mais l'industrie est difficile en fait. L'industrie est très difficile, ça nécessite vraiment une compétence, des compétences avérées. Ça nécessite également une organisation formelle, qu'on ait une classe d'hommes d'affaires qui soit vraiment très versée dans le business, qui soit très organisée. Ça nécessite également des facteurs de production qui soient disponibles et à moindre coût, notamment l'énergie. L'industrialisation comme marqueur de développement économique, mais aussi une solution à la problématique de l'emploi. Le défi le plus aujourd'hui prenant, sur lequel je pense que le PAP 3 même va rester focus, c'est le défi de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, quand on a une population qui est à 75% moins de 35 ans, on doit considérer l'emploi des jeunes, l'insertion des jeunes comme un défi majeur. Parce que c'est eux qui feront l'économie et comme a tendance à dire certains, le Premier ministre récemment, la jeunesse, l'emploi, ce n'est pas l'avenir, c'est le présent. Pour la réussite du PAP 3, l'État accorde une place importante au secteur privé qui est invité à jouer pleinement son rôle. Le secteur privé est très attendu dans le PAP 3. Est très attendu. Sur les 27 182 milliards qui sont projetés, le coût du PAP, rien que le secteur privé pur, c'est 9 215 milliards. Le secteur privé est très attendu avec des projets phares, mais également l'État a mis en place carrément dans le PAP 3 un portefeuille de projets d'une valeur de 4 600 milliards qui seront exécutés sous la forme de partenariat public-privé. Pendant les 2 phases du plan Sénégal émergent, l'investissement public a porté la croissance de l'économie, a été au cœur des investissements. Mais l'État ne peut pas continuer à investir autant en fait, de moyens dans la mesure où nous avons d'autres priorités aussi dans le secteur social, dans la transformation structurelle de l'économie,
qui doit revenir au secteur privé. Et c'est pour cela que je salue aujourd'hui la volonté forte du ministre de l'économie du plan de placer en fait le secteur privé au cœur du PAP 3. Et ça va nous aider en fait à renforcer le cadre global, aussi bien légal que fiscal, mais aussi l'environnement du monde des affaires pour permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle. Le PAP 3 va poser les jalons d'une véritable émergence à l'horizon 2035, mais l'État doit au préalable mettre en place une bonne politique d'accompagnement du secteur privé pour une industrialisation dynamique capable de générer de l'emploi et de booster la croissance économique du pays. L'eau potable coule à flot dans le département de Mbacké. Moins d'une semaine après leur inauguration par le Premier ministre, les ouvrages hydrauliques nouvellement réalisés par la SONES, Société nationale des eaux du Sénégal, assurent correctement l'alimentation en qualité et en quantité. Un investissement de 23 milliards de francs CFA sur fonds propres a permis à l'État du Sénégal de régler définitivement le problème de la qualité de l'eau dans le périmètre communal de Mbacké. Le reportage de Lamine Fall et de Mama Moussagnan. S'approvisionner en eau potable, un geste qui pour beaucoup semble banal et anodin. Mais il ne l'est pas pour autant quand on vit dans la commune de Mbacké. La qualité de l'eau distribuée s'est longtemps posée dans cette zone caractérisée par une salinité de la nappe souterraine. Afin de surmonter cet obstacle, la SONES, bras droit de l'État dans la politique hydraulique, a opté pour un système de transfert d'eau douce, une ingéniosité qui fait aujourd'hui la fierté de toute une communauté. On est satisfait à 100%. Hein. Ce qu'on demandait et ce que faisait le plaidoyer, c'était une eau douce. On a une eau douce abondante. Une eau douce abondante convoyée depuis le champ captant de Sadio, une localité située à 50 km de Mbacké. D'un coût global de 23 milliards de francs CFA, ce joyau apparaît comme une aubaine pour les populations. Maintenant, l'eau est potable et de qualité. Je ne sens plus le goût javelisé quand je fais mes ablutions. Fini les longues corvées pour ces femmes dans les ménages. En réalisant ces ouvrages, la SONES a voulu abréger leur souffrance. Presque 20 ans. Voici plus de 20 ans que nous attendions une eau potable. C'est une bonne eau, utilisable à tout. Pourtant, dans un passé récent, la vie semblait se montrer dure et injuste envers cette partie de la population. L'eau a apporté beaucoup de malheur dans nos populations. L'eau a occasionné beaucoup de morts dans nos populations. Beaucoup de morts, pour résumer tout, c'est suffisant. Les femmes enceintes, on a perdu beaucoup de femmes enceintes. On a perdu beaucoup de bébés à cause de cette eau-là. Et c'est vérifié. Jadis, l'eau que nous avions l'habitude de consommer avait des effets négatifs sur notre organisme. Elle noircissait nos yeux, provoquait parfois des avortements du fait de sa forte teneur en sel. Des souffrances dissipées qui se conjuguent désormais au passé grâce à la politique d'équité territoriale de l'État du Sénégal. Nous remercions beaucoup le président Macky Sall, grâce à qui nos problèmes sont définitivement réglés. Une aube nouvelle s'annonce sur Mbacké. Les nouveaux ouvrages hydrauliques sont bien appréciés à leur juste titre par toute une communauté. À partir de ce 1er février, les futurs usagers de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack pourront d'ores et déjà emprunter le tronçon Mbour-Thiadiaye, ouvert gratuitement et de manière provisoire long d'une vingtaine de kilomètres. Justement, ce tronçon de l'autoroute a été inauguré ce jeudi par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement en compagnie de son homologue des Forces armées, maire de Thiadiaye. Le reportage de Fatimata Banelba. Une partie de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack est désormais mise en service. Les usagers pourront à partir de ce 1er février rallier gratuitement le segment Mbour-Thiadiaye à partir du juratoire de Keur-Barlolo, en passant à l'intérieur de la gare de péage. Aussi, les usagers en provenance de Thiadiaye pourront rallier l'autoroute Mbour-Thiadiaye sur une vingtaine de kilomètres en empruntant la route Thiadiaye-Nguéniène. L'ouverture est pour le moment provisoire et gratuite sur une durée de 2 mois. Monsieur le Président de la République était passé il y a quelques semaines sur cette portion d'autoroute et qui avait effectivement constaté l'état d'avancement des travaux d'une manière globale.
Mais aujourd'hui, pour rendre la mobilité, en tout cas, disons, acceptable et facile pour les populations, nous avons convenu effectivement de cette ouverture provisoire et qui va consacrer en tout cas un déplacement rapide des populations. Ce qu'on a retenu, c'est partant de Dakar, arriver jusqu'à Tchadjaï, en prenant effectivement un dispositif, surtout pour les usagers, relativement donc au péage. Mais ce sera gratuit tant que les travaux ne seront pas complètement finalisés sur ce tronçon dont en fait en réalité un poste de péage sera réalisé. Le tronçon Mbour-Fatick-Kaolack, long d'une centaine de kilomètres, sera livré d'ici le premier trimestre de l'année 2025. Une assurance du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, qui exhorte par la même occasion les usagers à respecter strictement les limitations de vitesse et les consignes de sécurité établies sur ce nouveau tronçon. Mais il y a des travaux complémentaires à terminer, à finaliser. Donc la sortie au niveau de Tchadjaï sera, disons, finalisée dans les meilleurs délais. Tous les ponts qui traversent effectivement l'autoroute, les travaux seront finalisés. Mais ce qui est important, c'est l'ouverture progressive et par segment, effectivement, de cette autoroute. Des dispositions sont prises en termes donc, de limitation de vitesse, qui ne dépassera pas les 70 km à l'heure, mais aussi avec l'assistance aussi de pelotons de la gendarmerie. Ce peloton-là va veiller un petit peu à la sécurité routière pour amener les usagers effectivement à être prudents en empruntant cette voie. Les maires des communes de Malicounda, Sandiara, Sessène et Tchadjaï traversées par l'autoroute ont également exprimé toute leur joie et satisfaction face à cette infrastructure autoroutière qui va beaucoup booster l'économie de la localité. Vraiment exprimer notre profonde gratitude à Monsieur le Président de la République pour ce projet extrêmement ambitieux, autoroutier à la limite unique dans la sous-région, pour un linéaire qui n'a jamais été réalisé de plus de 100 km. Dont le tronçon Mbour-Tchadjaï. C'est les communes qui sont traversées qui seront boostées. Parce qu'un projet autoroutier, d'abord, présente un facteur de localisation ou de localisation industrielle. C'est sûr que sur le projet, autour de ce projet autoroutier, il y aura toujours des dispositions à prendre pour justement accueillir le maximum d'industries, des industries agroalimentaires, des industries dans d'autres secteurs, qui permettent justement de faire face à l'emploi, de localiser, mais aussi de relocaliser les populations. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, n'a pas manqué de féliciter Ageroute Sénégal, chargé de la mise en œuvre des travaux de construction, et l'entreprise chinoise CRBC pour la qualité de l'infrastructure. Et puis le ministre de l'Intérieur était à Kaolack pour inaugurer l'école des sous-officiers, l'école des sous-officiers de police de la région implantée à Mbadakhoune. Il porte le nom du colonel Cheikh Tidiane Diouf. L'État veut maintenir la dynamique de professionnalisation de la police sénégalaise. Claire Diop. C'est le ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, qui a réceptionné l'infrastructure en présence des autorités de la police nationale. Construit à Mbadakhoune, à quelques kilomètres de Kaolack, l'école des sous-officiers de police colonel Cheikh Tidiane Diouf s'étend sur 10 hectares. Elle est composée de 59 bâtiments, dont 20 dortoirs pour les élèves agents de police, 2 dortoirs pour les élèves sous-officiers, 14 blocs sanitaires, 2 réfectoires, 2 cuisines, un poste de police, un centre médical, un bloc pédagogique de 8 salles de classe. L'école des sous-officiers de police que nous inaugurons ce matin, abritant aussi un centre d'instruction et d'entraînement, s'inscrit résolument dans cette dynamique de construction de commissariats et de groupes opérationnels à un rythme soutenu. Cette option s'accompagne en même temps de l'acquisition conséquente d'équipements en cohérence avec les recrutements massifs opérés et les missions assignées à la police nationale. Ce vaste et ambitieux programme comporte également un projet de réforme globale de la formation qui repose sur la création d'une académie de police chargée, entre autres, de la coordination de toutes les structures de formation initiale et continue des personnels de la police nationale. La démarche vise à instaurer la symbiose police-population pour une meilleure prise en charge des défis sécuritaires de l'heure. À travers cette infrastructure, nous posons les fondements d'une police moderne,
empreinte de professionnalisme et dédiée à la protection de nos concitoyens. Les hommes et les femmes qui seront formés dans ces antennes se verront confier la responsabilité sacrée de protéger les populations et leurs biens, mais aussi de garantir l'ordre public et la tranquillité publique avec intégrité et dévouement. La formation dispensée ici transcendera l'acquisition simple de compétences techniques. Elle façonnera des fonctionnaires de police mieux capacités pour faire face aux défis complexes de sécurité contemporains et donc mieux préparés à leur métier. Le parrain de l'école des sous-officiers de police de Kaolack, le colonel Cheikh Tidiane Diouf, fut directeur du groupement mobile d'intervention de 1991 à 2000, aussi directeur de l'école nationale de police de 2000 à 2005. Feu colonel Tidiane Diouf, qui a consacré plus de 38 années de sa vie à assurer la sécurité de ses concitoyens et de leurs biens. Ce grand commis de l'État a des états de service exceptionnels qui témoignent de son riche parcours professionnel. Il a en outre bénéficié d'une belle carrière dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies, où il a occupé beaucoup de postes stratégiques. L'école a une capacité de 2700 places. La formation dispensée à ses pensionnaires répond aux exigences de l'heure. L'État veut ainsi apporter une solution aux besoins de sécurité, une des préoccupations fondamentales des populations, d'où la mise en place de stratégies adaptées. Football Cannes 2023, le quart de finale de samedi entre la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, et le Mali sera très disputé et attendu. Un derby qui aura lieu au stade de la Paix de Bouaké. Les supporters des deux pays sont très confiants et chacun y va de son pronostic. Reportage Massira Faye et Ibrahim Ambou. Le quart de finale Côte d'Ivoire-Mali se jouera à une centaine de kilomètres de Yamoussoukro, mais il cristallise toutes les attentions ici. Les supporters ivoiriens ont retrouvé la confiance après la victoire face au Sénégal. Fini les critiques et la déception. Place à l'optimisme. Les inconditionnels des éléphants veulent battre le fer pendant qu'il est chaud et entretenir la flamme de la victoire dans cette CAN. On sait que contre le Mali, on va passer. Il n'y a même pas de souci à ça. Voilà. Et on va faire au moins. Si on n'a rien fait, peut-être c'est 3-0. Voilà. Parce qu'en tant que voisin, on ne peut pas trop leur donner les scores. Voilà. Si on les donne 5, ils vont dire on a trop fait. Au moins là, 1-3, c'est bon. Je trouve que c'est raisonnable. C'est bon. Voilà. Mali, c'est un pays frais, mais quand on arrive à ce stade-là, on est obligé de partager, c'est ça ou bien. Voilà. Donc, les Maliens, vous allez nous excuser, mais nous on doit passer. Voilà. Bon, le quart de finale là, je vois le quart de finale en faveur de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Le pronostic? Le pronostic, bon, de ma part, c'est 2-0. 2-0 en faveur de la Côte d'Ivoire. Les buteurs? Buteurs, je vois Haller, puis je vois Seko Fofana. Ce sera un match très compliqué. Voyant l'équipe du Mali actuellement, en tout cas, ils ont une belle équipe. Mais je crois que non, la Côte d'Ivoire fera quelque chose. Bon, pour le score, bon, je vois 1-0 en faveur de la Côte d'Ivoire, quoi. Kamara Noumouri est un Malien qui vit en Côte d'Ivoire depuis 14 ans. Lui et ses amis gardent espoir et croient aux chances des Aigles. On prie Dieu, cette belle compétition-là, nous avons gagné la victoire. Ce match-là, ça a serré. Et ça a serré. C'est un match derby. C'est derby, ça a suffit même. Nous prions Dieu, Dieu n'a qu'à faire. Fait pour nous aujourd'hui, quoi. Vraiment. Et ce match-là, c'est trop difficile. Mais nous, les Maliens, on sait que dans cette année-là, on peut prendre beaucoup de courage pour gagner dans ce match-là. Inch'Allah. Le score? Bon, c'est que si tu passes 1-0 ou 2-0, ça va me content. Il n'y a pas de problème. Côte d'Ivoire, Mali, on est la même famille. Ouais, donc on prie Dieu n'a qu'à passer le match là bien passé
match de Mali-Côte d'Ivoire, c'est nous qui va gagner. C'est Mali qui va gagner. 1-0. 1-0. Mali 1, Côte d'Ivoire 0. Le derby Côte d'Ivoire-Mali sera l'une des attractions des quarts de finale de la Coupe d'Afrique. Deux pays voisins dont la rivalité sportive n'est un secret pour personne. Ibrahima Moutet est en direct de Yamoussoukro. Le match va se jouer à Bouaké, Ibrahima. Mais quand on entend un peu les noms des Ivoiriens, Fofana, Touré, au Mali, il y en a des Fofana, tout comme des Touré. En Côte d'Ivoire, quels sont les atouts des deux équipes pour ce quart de finale qui s'annonce assez palpitant? Bonsoir Ibrahima Diédhiou et bonsoir à tous. Bienvenue à Yamoussoukro. Ça va être un derby très attendu dans le cadre de ces quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire et le Mali partagent la même frontière. Ce sont deux pays voisins et il y a une grande rivalité sportive, comme on l'a dit. Et même au-delà, on ne reviendra pas sur certains détails, sur ce qui s'est passé entre les deux pays il y a tout juste quelques mois. On reste dans le cadre du sport, mais retenez qu'il y a une grosse rivalité. Il y a aussi beaucoup de ressortissants maliens ici en Côte d'Ivoire. Ce sont deux pays voisins, deux pays frères, certes, mais dans ce match-là, l'enjeu est de taille, surtout pour le pays hôte, la Côte d'Ivoire, le pays organisateur. Après cette victoire face au Sénégal, tout à l'heure, je regardais une vidéo de la séance d'entraînement des éléphants de Côte d'Ivoire au lendemain de la victoire face au Sénégal. Et le coach Emers Faye disait à ses joueurs, vous avez mis la barre très haut, vous n'avez pas le devoir de descendre maintenant. Il a envie de voir une équipe ivoirienne qui monte en puissance devant son public. Et à Bouaké, c'est sûr qu'il y aura une grosse mobilisation pour pousser ces éléphants de Côte d'Ivoire vers la victoire. Après ce succès face au Sénégal, la Côte d'Ivoire peut être difficile à arrêter dans cette compétition, mais ça reste du football. Le Mali a aussi des atouts. C'est un très bon groupe, un groupe de qualité, avec des joueurs qui évoluent dans des championnats de haut niveau en Europe. Donc le Mali a de réels atouts aussi face à cette équipe ivoirienne. Mais le pays organisateur, dans les matchs couperés, dans les matchs à élimination directe, est souvent le grand favori. On a beaucoup également parlé de la qualité de cette équipe malienne avec des joueurs qui se connaissent depuis plusieurs années. Ils ont grandi ensemble, ils jouent ensemble depuis fort longtemps. Est-ce que ça pourrait peser sur la balance pour ce match-là face à la Côte d'Ivoire? Absolument, absolument. Comme vous le savez, Ibrahima, le Mali a beaucoup travaillé dans les petites catégories. Ça fait longtemps, bientôt une trentaine d'années. Déjà en 1999, le Mali était troisième d'une Coupe du Monde des moins de 20 ans avec la génération des Salif Keita, Salif Keita et autres. Pas le grand Salif Keita, mais le Salif Keita qui était du côté du FC Barcelone. Et tous ces joueurs-là, Seydou Keita, je voulais dire, Seydou Keita, voilà, j'y arrive, qui est sorti du centre de formation de Salif Keita, qui a été le premier ballon d'or africain et qui nous a quittés il y a quelques temps. Donc, le Mali a beaucoup fait dans la formation des jeunes champions d'Afrique en U17. On a vu l'équipe malienne lors de la dernière Coupe du Monde des moins de 17 ans. Dans les catégories jeunes en U20, U23 aussi, le Mali a beaucoup fait avec le centre Jean-Marc Guillou, le centre Salif Keita justement. Donc, ce sont des joueurs qui jouent depuis longtemps ensemble. Donc, pour les supporters maliens, 2024 doit être la bonne pour leur pays. Comme vous le savez, le Mali n'a jamais été champion d'Afrique. Il y a eu une finale déjà jouée par ce pays en 1972 au Cameroun, une finale perdue devant le Congo. Mais depuis cette date-là, les Maliens attendent une victoire finale en Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu beaucoup de déceptions, mais je vous assure, c'est une équipe qui joue très bien au football et qui peut causer pas mal de soucis à cette équipe ivoirienne. Alors, Aigle contre Éléphant, c'est demain, samedi précisément, ou demain? À quelle heure, Ibrahima Moupa? Oui, après-demain. Après-demain, ce sera...
Oui. C'est après-demain à 17h à Bouaké. Alors, Ibrahima, vous savez que... Demain, on a Nigeria. Oui. Demain, on a Nigeria-Angola à partir de 17h. Le Sénégal est éliminé, on le sait, mais les arbitres sénégalais sont en lice. Et on aura un trio sénégalais dans ce match avec comme arbitre central Issassi. Il sera assisté par Djibril Kamara et Nouha Bangoura. Et à partir de 20h, il y aura le deuxième quart de finale. Ce sera entre la République démocratique du Congo et la Guinée. Et tous ces deux quarts de finale vont se jouer à Abidjan. Régulièrement, vous savez que 7 des 8 sélections restantes de cette CAN portent un nom d'animal. Vous imaginez où est-ce que je vais en venir? Je vais vous proposer de suivre ce qui va venir. C'est un véritable catalogue allant d'aigle au requin en passant par des doubles éléphants. Vous allez le voir, une seule équipe, les Bafana Bafana, pour dire les hommes intègres. C'est les seules équipes qui restent justement sans porter le nom d'animal. Est-ce que cela signifie quelque chose dans leur langue? CAN, quand les lions ont disparu, c'est une chronique signée Oumar Diaw. Et puis nous allons voir ces petites images qui vont sans doute vous séduire. Palenkas, Negras, Léopard, Super Eagles, Aigle, Requin, Éléphant, Bafana Bafana, Sili National. À une exception près, on se croirait en train de feuilleter un catalogue zoologique ou de regarder Wild National Geo. De la géographie, allez, un peu, plus de 11 000 km séparent Rabat du Cap, soit la distance la plus longue entre deux villes africaines, plus que celle entre le Caire et le Cap. Malgré la distance plus grande que Paris-Dakar, le sport a réussi à réunir Bafana Bafana et Lyon en Côte d'Ivoire, situés presque à mi-chemin. La suite, on la connaît. Les garçons, ou Bafana Bafana en langue Xhosa, ont renvoyé sur les hauteurs de l'Atlas des lions qui en vrai n'existent plus à l'état sauvage, ni au royaume chérifien, ni ailleurs. À part ces garçons, ces gars, tout le reste n'est tout de même pas qu'un agrégat de filles en culottes courtes, mais des références à des animaux totémiques souvent sacrés. Terminons avec les Bafana Bafana qui tenteront de harponner des requins bleus à l'extrémité ouest du continent. Les Super Eagles du Nigeria vont-ils survoler les rapides hippotragues, ces antilopes noires, Palenkas negras, de l'Angola, pays qui partage avec le Cap-Vert le portugais de l'histoire? D'autres aigles, ceux du Mali des savanes, iront à l'assaut d'éléphants devenus phénix des hôtes de cette Côte d'Ivoire de la résurrection. Bouger des pachydermes, c'est presque accomplir l'œuvre herculéenne de Sundiata. N'avait-il pas déraciné un baobab de ses mains nues qu'il planta dans la cour de sa mère? C'est ce que raconte la légende séculaire. Mais il y a d'autres éléphants dans le lot des survivants. Ceux de la Guinée, Sili signifie bien en soussou, éléphant, ces pachydermes devront plus compter sur leur force que la vitesse et l'agilité associées aux léopards de la RDC. Défense, coup de patte redoutable, ici et là. À l'issue de ces confrontations, 4 sélections sortiront vivantes de l'arène, ou plutôt du terrain. En attendant, les caïmans ou crocos de Yakro croquent poulets malchanceux et autres offrandes. Maigre festin d'animaux gloutons pouvant s'attaquer et engloutir un buffle en entier, parfois un lion. Lions, ils ont été décimés dans cette campagne disparue de l'écosystème, mis en cage, en train de ruminer et de fulminer. Faute de grives, on mange des merles. Alors, les hommes intègres sont partis, les joueurs du Burkina Faso, il reste les Bafana Bafana. C'est la seule équipe de garçons, on va le dire en guillemets, Ibrahima Mboup. Est-ce que ces images-là vous donnent une indication sur ce qui pourrait se passer après ces quarts de finale? Est-ce que vous avez en vue un favori entre les léopards, les aigles ou les éléphants? Ouais, on s'est régalé avec ce papier de haute facture de Oumar Diaw. Comme vous le savez, la CAN, c'est une sorte de jungle. Hein. Les plus forts, les plus puissants mangent les plus petits pour aller mettre la main sur le trophée continental. Il y a 24 pays au début. Et au soir du 11 février, on aura seulement 2 équipes pour la finale. Et l'équipe la plus forte sera forcément championne d'Afrique. Et en Afrique, toutes les équipes nationales ont des surnoms tirés
du monde animal. Ça, c'est une particularité des équipes africaines. Ma préférence, c'est bien sûr le lion. Le lion n'est plus là. Maintenant, je vais miser peut-être sur les éléphants. Et vraiment, vous n'avez pas le choix parce que quand justement le lion n'est pas là, l'éléphant peut se déambuler tranquillement dans la forêt. Merci en tout cas, c'est un véritable parc animalier, cette Coupe d'Afrique des Nations avec cette chronique signée Omar Diawa. Nous terminons avec l'actualité internationale sous forme de brève illustrée. Elle nous mène en Belgique, en France et au Niger où les compagnies aériennes annoncent ne plus embarquer de Français. Le récit de Philomène Constance Diagne. Au Niger, des compagnies aériennes desservant Niamey, capitale du Niger, ont décidé de ne plus embarquer de passagers français vers cette destination. Une annonce de sources aéroportuaires ce jeudi. Selon les autorités nigériennes, tout passager de nationalité française n'est plus autorisé à rentrer sur le territoire nigérien. En France, les syndicats agricoles majoritaires ont appelé à la suspension des blocages ce jeudi. Cela suite à une série d'annonces du Premier ministre Gabriel Attal en faveur du secteur en crise. Ces syndicats posent plusieurs conditions pour ne pas reprendre le mouvement. Ils exigent d'avoir les premiers résultats des négociations d'ici au Salon de l'agriculture prévu du 24 février au 3 mars. L'adoption d'une loi d'orientation et d'avenir agricole ainsi que des mesures européennes d'ici au mois de juin est réclamée. Le Premier ministre Gabriel Attal avait présenté un peu plus tôt, lors d'une conférence de presse, une quinzaine de mesures. En Belgique, le suspense aura finalement été de courte durée lors du sommet extraordinaire. Les 27 pays de l'Union européenne se sont accordés sur une aide de 50 milliards d'euros sur 4 années pour l'Ukraine. Cette aide a été bloquée jusqu'ici par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Ce dernier a salué la mise en place d'un mécanisme de contrôle sur l'utilisation de l'argent par Kiev. Depuis Kiev, l'Ukraine a salué la contribution de l'Union européenne. Le compromis trouvé prévoit la possibilité de convoquer un sommet des chefs d'État et de gouvernement dans les 2 ans, ce qui permettra d'examiner la mise en œuvre du budget européen pluriannuel. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. 23h, une autre édition sur la RTS.